on se couche en étant conscient qu'on est bien plus riche que la moyenne, tu vois. Mais on se lève le matin en ayant l'impression d'être pauvre parce qu'on se compare toujours au haut du panier. T'as le droit d'être incisif en gardant le sourire. Il y a une règle que j'ai donnée longtemps, c'est que tu dois jamais sortir d'un appel en ayant un goût d'inachevé dans la bouche. Comment c'est possible d'exprimer le fait que tu doutes de ce qu'il te dit sans rentrer en confrontation? Je crois peut-être 60% des mecs à qui j'ai fait ça, ça a fini par closer. Juste avec ce petit acte de posture. Écoute, merci d'être là. On a une trentaine de minutes ensemble. Tu as le droit de me poser toutes les questions que tu veux, perso, pro, sorcellerie noire, chamanisme, tout ce que tu veux. Super. Je ferai de mon mieux pour y répondre et te donner de la valeur. Ok, super. Bah, écoute, déjà pour commencer, il y a une question que j'avais déjà en tête de te poser avant qu'on rentre dans l'aspect technique, closing, etc. C'est aujourd'hui, t'as quel âge? T'as 22 ans ou quelque chose comme ça? 21 ans? 22, ouais. 22, ok. Ça, tu sais, j'appréhende cette phase parce que j'aspire à réussir dans la vie, dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et j'appréhende cette phase où tu te dis, putain, j'ai réussi, donc t'as de l'oseille, t'es libre, etc. Comment tu l'as vécu, toi? Est-ce que tu peux me faire un partage vite fait de ça avant qu'on rentre dans les détails techniques? C'est une question que j'ai toujours voulu poser. Donc, Écoute, pour tout avouer, j'ai absolument pas l'impression d'avoir réussi quoi que ce soit dans ma vie, tu vois. D'ailleurs, je dirais que c'est un peu ça qui nous maintient en vie, nous, les gens qui essayent de créer des choses, c'est que on est toujours emprisonné dans une dualité où d'un côté on veut être fier de ce qu'on a accompli, mais de l'autre côté on n'arrive pas à être satisfait, tu vois. Proud but not satisfied, c'est ce qu'il faut apparemment se répéter. Donc c'est dingue parce qu'en fait on, on se couche en étant conscient qu'on est bien plus riche que la moyenne, tu vois. Mais on se lève le matin en ayant l'impression d'être pauvre parce qu'on se compare toujours au tout haut du panier. On se couche le soir en se disant qu'on a créé quelque chose de fabuleux et qu'on est en train de changer le monde à notre manière. Et on se lève le matin en se comparant à Amazon ou à des boîtes qui ont eu un impact absolument étourdissant par rapport à ce que nous on fait. Et on se dit qu'on est personne, tu vois. Donc en fait, je crois que le vrai secret, c'est juste essayer d'être dans le moment présent et de se dire j'essaye d'être le mieux et d'avoir une vraie sensation que j'ai de la chance tout de suite maintenant. Écoute, ça peut paraître bullshit, mais je crois que vraiment faire l'effort d'être heureux, de pouvoir prendre l'avion, de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir dormir dans un lit au chaud. En fait, au plus tu grandis et au plus tu as de l'argent, et au plus tu dois faire l'effort de te rappeler de ces trucs-là pour éviter de péter un câble, tu vois. Euh, ok. je crois que c'est important de pas toujours voyager en first ou en business et des fois de prendre une classe éco. Je crois que c'est important de pas toujours loger dans des 5 étoiles ou dans des palaces, mais des fois aller dans un hôtel rincé, dans une rue miteuse, presque flippante, tu vois. Je crois que c'est important de pas toujours euh, avoir, se sentir le meilleur et la star dans un domaine, mais aller dans des trucs que tu sais pas faire pour te rendre compte qu'en fait t'es une merde dans plein de sujets et qu'il y a plein de trucs que tu sais absolument pas faire. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que, bon, les gens disent que j'ai réussi, mais si je dézoome un peu, dans ma vision du monde, j'ai pas plus réussi dans le business que ce qu'un champion de France de tennis de table a réussi dans le tennis de table, que ce qu'un footballeur de Ligue 2 a réussi dans le foot. Mais la différence, c'est que comme nous, le jeu auquel on joue, c'est un jeu qui drive beaucoup d'argent et beaucoup de monde autour de nous, et que c'est nos vies, quoi, en réalité. Et ben, on me donne cette image de gars qui a réussi sous prétexte que j'ai de l'argent. Mais la réalité, c'est que je suis pas meilleur au business que ce qu'un champion de France de tennis de table est bon au tennis de table. Tu vois ce que je veux dire? C'est une Mhm. compétence comme une autre. Certains ont fait du ping-pong, d'autres du foot, d'autres de la boxe, d'autres sont rentrés dans les corps d'élite des armées. Moi, j'ai décidé de faire du business et de la vente. Je suis juste devenu très bon à ça parce que j'ai fait que ça. Mais non, je te rassure, j'ai jamais eu ce truc où je me suis dit putain, j'ai réussi. J'ai cette chose constante où je me dis que le chemin est beau, que j'essaye de me dire que ce qui est le meilleur, c'est de continuer à travailler, continuer à essayer, à se développer, à comprendre des choses, à se faire challenger par des gens plus jeunes que soi qui arrivent avec plus de niaque, plus d'envie.
et à rester compétitif, tu vois. Donc j'essaye le moins possible d'avoir de temps à moi où je me dis waouh, j'ai réussi. J'essaye d'avoir des temps à moi où je me dis il n'y a pas de jugement de est-ce que tu as réussi ou pas, juste je suis content d'être là, envie de faire ce que j'aime, de me battre pour des choses qui sont importantes pour moi et d'aller dans ce qui est pour moi la bonne direction, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Ok, c'est passionnant. C'est passionnant, je te remercie de ce partage-là. Je te parle de ça parce que ben voilà, j'ai 24 ans, donc en soi, on n'est pas si éloigné que ça. Ma vie est en train d'aller assez vite. Tu vois, il y a quelques années, j'étais ouvrier de chantier. Aujourd'hui, ben, bon, je veux pas dire que j'ai réussi dans le closing, mais on va dire que mes objectifs sont en construction et sont atteints. Là, je me suis expatrié à Casablanca, je me suis marié cette année, C'est etc. bon ça, putain, incroyable. Il y a plein de choses qui ont avancé, qui ont rushé dans ma vie, tu vois, T'es et marocain toi? cette question-là. T'as dit quoi? T'es marocain? Non, pas du tout. Ma femme est marocaine. Ma femme est marocaine. Avant de m'installer ici, j'avais jamais vu le Maroc, mec. C'est quoi tes origines? Moi, je suis martiniquais à la base. Ah, c'est bon ça, la guerre. Du coup, voilà. Et Tiens, t'es c'est. allé à Casa et tu t'es marié avec une marocaine. C'est fou, c'est Ouais, en fait, incroyable. on s'est rencontrés en France. On s'est rencontrés en France. J'ai rencontré. À l'époque, j'étais même pas encore closer. Et du coup, on a discuté et tout. Je lui ai dit, écoute, je veux être entrepreneur. Je sais pas dans quoi, mais je veux être entrepreneur. Et puis suite à ça, je me suis formé en closing. Je suis arrivé par la suite chez Closers par la petite porte il y a quelques années. Mais ça n'a pas pu le faire parce que je bossais à côté, etc. Je faisais du setting, je travaillais 50 appels par jour, c'était invivable. Donc j'ai fini par arrêter et aller me concentrer sur un autre client. Et puis, bah, grâce à ta story, une story que tu avais mis sur un recrutement express, j'ai revu Mathéo. Et Mathéo, il était avec mon équipe chez The Investor à l'époque. Donc du coup, on a refait connaissance et tout, c'était gaulerie de fou. Et au final, là, je suis avec la menace. Je suis avec la menace, ça se passe très bien. La team est incroyable et là, je peux vraiment me lâcher et c'est top. Mais j'avais besoin de cette vision un petit peu de ta part. Ça faisait un moment que j'attendais un petit peu l'occasion de discuter avec toi et aujourd'hui, c'est parfait. Donc du coup, Tu voilà l'idée. Maintenant, si on venait à parler closing à proprement parler, actuellement, tu sais, je suis pas mal divisé sur un sujet qui est de à quel moment je dois découper mon prospect, entre guillemets. On est sur une niche, sur la menace, donc on a un client qui a une identité super forte, super leadership, masculinité, etc. Moi, ça me dérange pas. C'est quelque chose sur lequel j'adhère. Cependant, je suis quelqu'un de foncièrement sympathique et avenant. C'est pourquoi des fois, quand j'arrive sur des phases d'objection où j'ai cette incohérence de la part de mon prospect, je vais réussir à lui mettre en face, c'est pas le souci, mais des fois j'ai l'impression que je suis pas assez incisif, ou du moins euh, un peu trop gentil, tu vois. Que le mec en face de moi a besoin limite d'un peu plus. Et en fait, j'ai du mal à un peu trouver l'équilibre entre bah, moi, ma nature, c'est-à-dire être avenant et tranquille, venir à conseiller, mais d'être assez incisif pour que quand même ça crée un impact chez le prospect. Et ces temps-ci, c'est une problématique que j'essaye de régler. Qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu as des exemples de fois ou d'appels sur lesquels tu as, selon toi, pas été assez incisif, pour reprendre tes mots, et où ça t'a joué des tours? En fait, au début, là, ça commence à se régler parce que je me contrôle un peu mieux. Mais c'est que, au bout d'un moment, comment dire, sous- comment expliquer ça? Au bout de l'appel, des fois, tu vois, le mec, il va me dire une grosse connerie ou va commencer à me bullshit. Et je vais me, je vais me contrôler, tu vois. Je vais vraiment sourire, dire ok, je comprends. En fait, ça m'amène des fois à limite, enfin, j'ai l'impression d'être hypocrite, tu vois. Et je pense que j'aide pas vraiment le prospect à ce moment-là. Mais d'un autre côté, bah, j'arrive pas tout le temps à lui rentrer dedans. Je sais pas comment expliquer. Un exemple concret que je pourrais te donner, ça m'est pas arrivé récemment. Euh, tac. Qu'est-ce qui se passe? Bah souvent ça vient sur la peur de se lancer, tu vois. Bon, c'est une objection qu'on a un peu sur la menace, j'avoue, mais quand ça arrive et que le mec il te dit pendant tout l'appel qu'il passe 1 heure à se vendre, à te dire
bah, qu'il a envie de se lancer, qu'il en a besoin parce qu'il aspire à de grandes choses. Je pense que tu as déjà une idée de l'archétype qu'on peut avoir sur ce type de sales team et qu'à la fin, le mec, ouais, mais je suis pas sûr, ouais, mais. Et en fait, il te sort bullshit en bullshit, tu vois. Et même en isolant une objection, il arrive à t'en trouver une autre. Ouais, mais je me suis fait une entorse le mois dernier. Des fois, j'ai vraiment des mecs, mais qui me sortent des trucs, mais stratosphériques, quoi, qui n'ont rien à voir avec le business, mais ils s'en servent eux-mêmes comme excuse pour pas passer à l'action. Et c'est ce qui me pose problème des fois où je me dis, bon, en fait, le mec, il est juste pas prêt. Et je lui dis, bon, écoute, je pense que t'es juste pas prêt, tu vois. Et je lâche le steak sur ça. Bon, déjà parce que j'ai d'autres calls après et parce que mentalement, je suis un peu fatigué, tu vois. Et que j'ai pas envie de partir dans le concours de beat avec le prospect, entre guillemets. Et ouais, je dirais que c'est ça qui me pose problème un peu actuellement. Et est-ce que tu leur dis les choses? Est-ce que tu le dis ce truc-là? Est-ce que tu vois, au lieu de venir me dire à moi, j'ai des prospects, où le mec me dit, il a une entorse, il est en train de me bullshit, est-ce que toi tu leur dis, écoute, merci de me dire ça. Maintenant, au vu de l'appel qu'on a eu, je pense que ce que tu es en train de m'expliquer depuis 5, 10, 15 minutes, c'est des points qui ont rien à voir avec le sujet de base. Moi, ma question, elle est simple. Qu'est-ce qui fait que pendant 1 heure, tu t'es vendu et tu m'as dit vouloir avancer, vouloir passer à l'action et t'allais être un profil d'exception parmi nous? Et que maintenant tu sois en train de m'inventer la 15e excuse. Est-ce que ça, tu leur dis en fait? Ouais, ça m'arrive, mais je pense, en fait, je le dis trop sur le ton de la. En fait, le fait d'avoir peur de rentrer dans la confrontation, c'est quelque chose que je vais tourner à la rigolade, tu vois. Souvent, quand je viens amené à être stressé ou challengé à ces moments-là, je vais avoir un grand sourire, je vais rigoler un petit peu et je vais pas être assez incisif. Encore une fois, on revient sur cette question-là, tu vois. En C'est-à-dire que le fait, mec, il va écouter, selon il va dire. moi, t'as le droit d'être incisif en gardant le sourire. Tu peux très bien dire, écoute, qu'est-ce qui fait que pendant 1 heure, tu m'as dit que t'étais le X, Y, Z, en reprenant ces mots, et que là maintenant, ça fait 15 minutes que tu sois en train de me trouver des excuses et me donner des explications qui font que tu peux pas te lancer tout de suite. Explique-moi cette incohérence. Parle-moi-en, tu vois. Hmm. Ça, c'est ultra incisif comme posture. Enfin, comme question. Mais la posture, t'as vu comme elle est agréable. Tu te sens pas agressé. Je relève un truc, objectivement. Ouais, effectivement. C'est plus Et comme tu ça que sais, je. il y a une règle que j'ai donnée longtemps, c'est que tu dois jamais sortir d'un appel en ayant un goût d'inachevé dans la bouche. Jamais. Pour 2 raisons. Raison numéro une, bah, il y a de grandes chances que tu perds ton close si t'as ce goût-là. Et raison numéro 2, c'est que ce goût-là, sur le long terme, il va te faire perdre ta confiance en toi. En tout cas, une grande partie. Ouais, Et moi, mon truc, effectivement. c'est, quand tu sors de l'appel, t'as dit tout ce que t'avais envie de dire. C'est ton appel, tu gères ton timing, tu vois. C'est toi qui offres du temps à la personne qui est en face de toi. Donc toi, ce que tu as le droit, c'est de gérer ton timing et de dire quand est-ce que l'appel commence et quand est-ce qu'il termine. C'est ton droit à toi. Ton devoir aussi. Et je veux pas que tu quittes un appel en te disant, ah putain, j'ai oublié de lui dire ça. Ou j'aurais voulu lui dire ça. Et c'est en ça que tu sais, le truc du timing, mettre des silences, prendre le temps de réfléchir. Des fois, mettre 10 secondes de silence dans un appel pour réfléchir et se dire, ok, qu'est-ce que je dois dire? C'est un truc qui est trop sous-coté, mais qui doit être absolument fait. Parce que trop souvent, les gens font les choses, tu vois, sans même s'en rendre compte. Ils posent une question, ils répondent, ils justifient. Et c'est à la fin de l'appel qu'ils se disent, ah putain, non, j'aurais dû poser cette question, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû expliquer ce point-là de cette manière. Mais c'est trop tard. It's too late. Fallait le faire in the call. Et c'est pour ça que le temps, faut le prendre durant l'appel. Et que tu dois te dire, écoute, là le mec il est en train de me bullshit, je prends 10 secondes de réflexion. Est-ce que je suis aligné avec le fait qu'il y a un mec en face de moi qui me mente ouvertement et que moi je vais sourire et rien dire? Est-ce que honnêtement je suis aligné avec ça? T'as le droit de l'être ou de ne pas l'être. Ça c'est un autre sujet, c'est un Hmm. autre débat. Ouais, c'est Mais propre si à tu chacun. me parles de ce truc-là, ça veut forcément dire qu'il y a un truc qui te gêne là-dedans. Que t'aimerais Hmm. pouvoir dire les choses ou expliquer les choses comme tu les ressens. Et ben moi, ma théorie c'est qu'on n'est jamais assez sincère dans la vente. Jamais. Bien sûr. C'est très intéressant comme, comme point de vue.
Maintenant, tu vois, on parle du principe des bullshit des prospects. Bon, on en a tous les jours, hein, c'est le jeu. Mais lorsqu'on est sur des choses un petit peu. Bon, je vais te donner un exemple tout con, tu vois, mais Ouais. là, on avait une petite blague avec Mathéo. Chaque mec qui signe un contrat, un acompte avec moi, tu vois, c'est que la semaine d'après, j'en ai au moins quatre qui m'ont dit, ouais, ma grand-mère est tombée malade. Patati patata, je te jure. Si bien que j'aurais dit, les gars, signez jamais d'acompte avec moi, sinon c'est grand-mère backflip dans les escaliers, tu vois. Et sur ce genre de choses où les prospects dramatisent exprès une situation, bon, ça se trouve, il y en a un sur les quatre où c'est vrai, tu vois. Mais bon, tu vas pas me faire croire que les quatre c'est vrai. Sur ce genre de situation en appel, où ils t'inventent des drames, tu sais qu'ils sont pas nécessairement vrais, comment t'amènes à pouvoir, comment dire, retrouver ton lead? Parce que c'est dur de confronter un prospect sur le fait que tu sais qu'il te bullshit, mais sur quelque chose d'aussi grave. Du coup, si t'as pas de chance et que tu tombes sur le mec à qui c'est arrivé pour de vrai, je donnais l'exemple de la grand-mère, mais il y a plein d'autres choses graves qui peuvent t'inventer sur ce type de choses qui les empêchent de passer à l'action, soi-disant. Comment c'est possible d'exprimer le fait que tu doutes de ce qu'il te dit sans rentrer en confrontation? Selon toi, sur 10 personnes qui te sortent en fin d'appel une excuse qui a l'air dingue, tu m'as partagé la grand-mère, mais il doit y avoir une liste longue comme le bras, on les connaît. Sur 10 qui font ça, il y en a combien qui disent vrai? Je pense il doit y en avoir deux ici. Entre zéro et 2 je pense que je pense que vraiment la proba elle doit être super faible. Écoute, on a fait un peu de stats, bon ça vaut ce que ça vaut, on n'a pas l'échantillon du Quai d'Orsay ou de l'Institut Pasteur, mais tu vois, on a quand même fait un truc qui selon nous est relativement représentatif, il y en aura très très rarement plus de 20%. Très 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 rarement. Parce qu'en fait, la réalité c'est quoi? C'est que si le gars il a fait une demi-heure, 45 minutes, une heure d'appel avec toi, où il t'a jamais parlé de cette problématique-là, c'est qu'il y a un vrai problème. Si le mec il te le sort uniquement en fin d'appel au moment où il doit passer à l'action, c'est très probablement parce qu'il a envie de fuiter. Alors, il y aura peut-être une fois sur 10, une fois et demie, allez, peut-être 2 fois sur 10 à tout péter, où ça sera vrai. Et en fait, du coup, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une espérance de gain. Ton objectif, c'est de te dire, quelle décision est-ce que je dois prendre pour optimiser mon espérance de gain. Donc, enfin, augmenter mon espérance de gain. Autrement dit, augmenter mes chances de gagner à chaque fois que je joue une partie. Toi, dans ton cas, jouer une partie, c'est-à-dire prendre un call de closing, eh ben, le sujet, il est simple en fait. Toi, pour optimiser et pour maximiser ton espérance de gain, tu dois partir du principe que sur les 10, il y en a 10 qui te montent. Parce que si tu pars du principe que sur les 10, il y en a 10 qui ont raison, tu vas faire beaucoup moins d'argent que si tu pars du principe que sur les 10, il y en a 10 qui te mentent. Si pour toi les 10 ont raison, à chaque fois que tu vas essayer de négocier, trouver un équilibre, et là par contre, il y a de grandes chances qu'il y en ait au moins 50% qui te baisent, qui payent pas. Mais c'est même pas te baiser parce qu'ils veulent te baiser, c'est que eux ont peur. Enfin, tu connais les peurs du prospect. Ils veulent pas passer fin. Ils se demandent, ils ont peur, ils osent pas. Tous ces points-là. Par contre, dans la mesure où toi, dans ta vision du monde, les 10 te mentent, il n'y en aura peut-être pas 10, il n'y en aura peut-être que 9 qui vont te mentir. Mais le dixième que tu vas perdre, probablement, peut-être même pas, mais probablement, eh ben, d'un point de vue pourcentage, ça sera absolument dérisoire en comparaison aux 9 que tu auras du coup excessivement de chances de closer. Ok. C'est vrai que c'est des maths toutes bêtes, mais que C'est ouais. juste de l'espérance de gain. Et dans la mesure où la personne, tu sais, moi je suis dans une démarche où je préfère toujours demander pardon plutôt que la permission. Et dans la mesure où le dixième, tu le blesses un petit peu, il dit non, mais mec, putain, genre, tu te rends pas compte, c'est vraiment le cas, tu pourras jamais en être sûr. Mais si au fin de l'histoire, t'as vraiment l'impression que le gars il est pas en train de te bullshit et qu'il te dit la vérité, rien ne t'empêche de dire écoute mec, je m'excuse, je te dis moi pourquoi je fais ça. Tous les jours, toutes les semaines, il y a X personnes qui s'inventent des excuses graves comme la tienne qui est potentiellement vraie pour éviter de passer à l'action.
Moi, mon job, c'est de les mettre dans une posture où ils font le maximum pour atteindre leur objectif et pour réaliser leurs rêves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme sur 10 personnes, il y en a 9 qui mentent, je pars du principe que 100% des gens mentent pour maximiser le nombre de personnes qui passent à l'action. Ça fait sens pour toi? Et en fait, très souvent, c'est quelque chose qui sera compréhensible par les gens. Je dis pas que c'est ça qui va les faire passer à l'action. Je dis pas que le dixième va passer à l'action grâce à ça. Mais je dis que ça évitera sans doute qu'il pète un câble euh, et qu'il se barre de l'appel en furie ou que ça se passe mal avec lui, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, je comprends le sens de la réflexion. Mais c'est vrai que des fois, c'est quelque chose à corriger. Des fois, on a peur, enfin, je dis on, puisque je connais aussi pas mal de closers, de dire la chose qu'il faut pas et de faire basculer l'appel. En fait, je pense qu'on a tous un peu cette crainte de dire la chose qui fait le prospect péter un câble ou, comme tu l'as dit, voilà, quitter l'appel en furie, mais ça n'existe Mais pas ça, vraiment, en du fait, coup. c'est très drôle parce que les gens qui ont peur de ça, c'est souvent des gens qui n'y ont jamais été confrontés. Moi, tu sais, j'avais un gars, il y a longtemps, hein, waouh, il y a 4 ans, Yann. Tu as peut-être connu toi, la première fois que tu es venu chez Closer. Yann. Moi, j'ai. Quand, si. Ouais, je crois que je le voyais en Yann, vidéo. c'est un mec qui, au tout début de ce qu'on faisait, en setting, il avait du mal à dire les choses aux gars, tu vois. Et ça le rongeait, mec, ça le rongeait, tu vois. Il m'envoie des messages sans arrêt, putain, je me sens comme une merde, j'arrive pas à dire les choses, je tourne en boucle, je finis mes appels, j'ai l'impression que je suis pas allé au bout des choses. Et il me rongeait le cerveau avec ça. Et un jour, je lui ai dit, mec, croate, c'est simple. Ton prochain call, tu le fusilles. Je lui ai dit, là, tu l'appelles, le prochain call où la personne, elle est un peu vite fait, etc., tu le fusilles. Ouais, mais il va se plaindre et tout. Tu le fusilles. Le reste, c'est moi qui m'en occupe. Il a pris le gars, il a fusillé. Alors le gars, il s'est barré, il était pas content. Mais Yann, mec, il était libéré à tout jamais, en fait. Il s'est dit, ouais, bah en fait, il s'est rien passé de dingue, quoi. Tu vois, le mec, il a vrillé, il s'est barré. Mais il se sentait bien profondément. Parce que tu vois, là, le, le stress, la tension, le, je sais pas, le fait qu'il se sente inconfortable pendant des dizaines d'appels, il a pu le libérer en un seul appel. Et à partir de ce jour-là, il s'est toujours dit, l'inconfort que je ressens au moment où je dois dire la chose, il sera toujours beaucoup plus faible que l'inconfort que je vais ressentir à la fin de l'appel si j'ai pas dit le truc en question. Et si tu comprends ce truc-là et que tu as le cerveau bien fait, tu te rends compte que sur le long terme, tu as tout à gagner à être honnête avec les gens et tu as tout à perdre à leur mentir. C'est 100% vrai. C'est vrai, ça rejoint quelque chose que tu avais dit aussi en vidéo que j'avais vu. Je me suis beaucoup inspiré de ça. Et c'est le fait qu'on n'a jamais ce qu'on mérite, mais ce qu'on tolère, tu vois. Et il y a une problématique qui me faisait pas mal chier lorsque je prenais mes calls, c'est les mecs qui arrivaient torse-poil comme ça, alors que moi je suis propre, en chemise et tout. Et j'ai fini par commencer à me dire, mais après cette vidéo-là, tous les mecs, je les ai renvoyés s'habiller, tu vois. J'ai dit, écoute, tu vas me mettre un t-shirt, je te laisse aller t'habiller. Machin. Et je crois peut-être 60% des mecs à qui j'ai fait ça, ça a fini par closer. Juste avec ce petit acte de posture en plus, mais je pense qu'effectivement, c'est des choses qui me manquent plus niveau mindset, parce qu'en soi, niveau technique de closing, je veux pas dire que j'ai pas de problématique, ça n'existe pas, mais que je sens que 80% des choses qui ne sont pas closées ces temps-ci, c'est plus par rapport à moi, mon ressenti, ou ma capacité à dire les choses et à exprimer les choses qui font que j'arrive pas à conclure certaines ventes. Et ouais, c'est pour ça que je pose plus des questions au niveau état d'esprit que vraiment sur technique de closing, parce qu'en soi, ça va. Mais c'est vrai que étant en plein essor dans ma carrière de closer actuellement, bah, par exemple, c'est la première fois que j'ai deux clients en même temps. Donc là, je bosse avec Closers. À côté, j'ai un client qui vient de lancer son accompagnement. Et ça n'a rien à voir parce que d'un côté, j'ai la menace, donc qui est business, court terme, get money et basta. À côté, j'ai de l'investissement très long terme, donc mettre en place des intérêts composés, etc. C'est vrai que c'est dur d'avoir la posture qu'il faut partout actuellement. C'est un gros challenge que je rencontre.
J'ai commencé à prendre des appels sur mon deuxième client que cette semaine. Et c'est quelque chose qui est assez difficile, je trouve. Tu as déjà eu, toi, plusieurs clients qui avaient rien à voir ensemble et où tu devais t'adapter un petit peu, changer de masque euh, du... enfin, d'un moment à l'autre. Ouais, ouais, ouais. Ça m'arrive plein de fois. Ouais. Comment t'as... Effectivement, ça peut être challengeant. Faut, tu sais, à la fin de la journée, être un vendeur, là, être un closer dans ce cas-là, en vrai, c'est juste être un miroir de la personne d'en face, tu vois. C'est poser des questions pour qu'elle se rende compte de trucs et qu'elle se dise, ok, j'ai envie ou non, j'ai pas envie, quoi. Enfin bref, qu'elle prenne une décision définitive. Et en fait, si tu prends ce recul-là, que tu sois sur un produit ou un autre, le système dans lequel tu es, il n'est pas vraiment changeant. Ce qui peut changer, c'est la posture. Tu vois, tu vas parler différemment avec des gars de 20 ans qui veulent se lancer dans le business qu'avec une personne de 50, 60 piges qui investit pour préparer sa retraite. Évidemment, la posture va être différente. Mais le mindset dans lequel tu es doit être strictement le même en fait. Je suis là pour faire en sorte que la personne d'en face prenne la meilleure décision pour elle. Elle peut être positive, elle peut être négative, mais je suis là pour qu'elle prenne sincèrement la meilleure décision pour elle. That's it. Et ma théorie, c'est que si à chaque début d'appel tu te répètes ça, il y a très peu de risques que une trame ou un branding d'entreprise vienne faire en sorte que tu gâches complètement un appel de vente. Tu pourras être plus ou moins compétitif, mais si tu te rappelles de ce truc-là fondamental et que tu te dis en plus j'ai envie de prendre du plaisir et passer un bon moment avec cette personne, laisse-moi te garantir que peu importe le gars que tu auras en face de toi, logiquement il passera un bon moment et si tu arrives à poser les bonnes questions, il prendra une décision. Tu sais, j'ai vu des conseillers payer des salaires de footballeurs et, euh, et des sales vendre des formations ou des produits low ticket. Dans les deux cas, ce qui est drôle, c'est que c'est des questions très similaires qui sont posées. Ce qui change, c'est le contexte et la personne à laquelle tu les poses. That's it. Ok, super intéressant. Je te ferai un débrief, j'ai un call à 18h sur mon deuxième client. J'ai pas encore closé, j'ai pris qu'un seul appel dessus pour le moment. Et je te dirai si si ton coaching a changé la donne. Mais effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose à mettre en place qui me challenge un petit peu, effectivement, parce qu'on est vraiment sur deux univers différents. L'un qui porte vraiment sur l'avenir, le long terme, la sécurité, et l'autre. Mais ça doit pas être ton sujet, encore une fois. Tu dois te dire, parce qu'en fait, si tu penses à ça, c'est que déjà, tu es en train de trouver des différences qui vont te mettre dans une situation inconfortable. Rappelle-toi du seul truc que toi tu dois faire. Prendre un appel, passer le moment le plus sincère et le plus agréable possible, parce qu'au plus t'es sincère, au plus t'es agréable, enfin au plus le moment te paraît agréable, au plus l'appel il sera, quoi qu'il arrive, convivial et bénéfique, dans le sens le plus profond du terme, et faire en sorte que la personne prenne la meilleure décision pour elle. Si toi juste tu te répètes ça, peu importe en fait le produit sur lequel tu es, le marché sur lequel tu es, le segment, l'offre que tu vends, ça va bien se passer. Et je te rajoute un truc pour essayer de booster ton appel de 18 heures. Si jamais sur une niche comme celle de l'investissement, des fois tu te confrontes à des gens qui ont plus de compétences que toi sur le sujet, rappelle-toi que les gens sont pas là pour tes compétences, mais sont là pour prendre une décision. Et ça suffit en fait. Les gens qui viennent te voir sont pas là pour tes compétences. Ou en tout cas, s'ils sont là pour tes compétences cachées. Le fait de les aider à prendre une décision. That's it. Si les gens sont là avec toi, c'est parce que tu peux leur aider à prendre une décision. Tu sais, moi, les entreprises qui me payent cher, c'est souvent des entreprises qui ont plus d'argent que ce que moi j'ai d'argent, ou que ce que mon entreprise génère. Donc ça signifie que logiquement, ils ont aucun intérêt à venir me voir moi, vu qu'ils font plus d'argent que moi. Mais ils viennent pas me voir pour faire plus d'argent, ils viennent me voir pour augmenter un taux de conversion d'1%. Donc moi, des fois, je suis à table ou je suis au téléphone avec des gars qui ont une entreprise qui pèse 10 fois plus que la mienne. Quand on parle IMO ou je sais pas quoi, je les écoute, c'est intéressant. Par contre, quand je leur explique
Comment est-ce qu'on fait pour prendre 1% de taux de conversion? Ils ferment leur gueule, ils ouvrent le bloc-notes et ils prennent des notes. Parce que dans ce domaine-là, c'est moi qui explique les choses. Donc même si toi, dans la partie peut-être investissement, tu auras moins de bagages ou de compétences techniques qu'une autre personne, quand c'est le sujet de poser des questions pour aider à prendre les bonnes décisions, les gens ferment leur gueule, ouvrent le bloc-notes et prennent des notes. Parce que c'est là-dedans que toi t'es bon. Tu comprends ce système? Ouais. Et je pense que ça débloque pas mal de choses parce que, effectivement, je reste beaucoup bloqué sur le fait de, ouais, mais imagine, j'ai tel mec qui s'y connaît un peu plus que moi en investissement, etc. et qui me cloue, on va dire, sur l'aspect technique. Et je pense que ça me bloque aussi un petit peu à ce niveau-là. Et que je devrais effectivement partir de ce point de vue-là. C'est intéressant, ça rejoint un petit peu ce que j'ai eu Florian récemment en coaching, que Mathéo avait dépêché pour nous. Et il avait aussi débloqué pas mal de problématiques à ce niveau-là, juste en nous disant un truc, si vous prenez des calls de closing pour l'oseille, quand vous allez en faire, vous allez être dépressif. Et effectivement, sa mentalité était super stylée parce que c'est un mec qui m'a pas mal inspiré en nous disant un truc simple. Les meilleurs footballeurs aujourd'hui, ils sont pas là pour la thune. Les meilleurs basketteurs, les meilleurs boxeurs sont pas là pour la thune. Donc qu'est-ce qui ferait que les meilleurs closers ils puissent être là pour la thune? Il a dit moi je suis là pour gagner. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi je suis là pour gagner. Je rentre sur chaque appel comme sur un ring et je veux juste gagner. Et ça je Ça pense que c'est tue. ce qui a pas mal débloqué pas mal de choses. Après cet appel j'ai eu mon plus gros mois de ma vie, tu vois. Après cet appel avec Florian. Et j'aspire au fait et je veux faire en sorte qu'après cet appel, il y ait le même déblocage. Parce que ouais, franchement, effectivement, s'il y a des choses que j'avais pas réalisées que moi-même je pensais, et que juste en changeant ces aspects-là dans ma façon de penser, je pense que mes taux de conf pourront drastiquement augmenter. Bah ça tue. Ça avec grand plaisir. Il te reste une dernière question? Dernière question, ben mec, pas forcément de questions, mais des remerciements, écoute. Ça fait 2 fois que je reviens chez Closers et je suis vraiment reconnaissant de ce que vous faites. C'est top. Ma femme aussi maintenant est chez Closers, ça je l'ai pas dit. C'est bon ça, J'ai ma femme t'entends? qui Ouh. J'ai ma femme qui close pour la menace, c'est incroyable à vivre. Putain, ça tabasse ça, je savais même pas, c'est un délire. Donc ouais, non, franchement, c'est un écosystème de fou. La sales team, on s'éclate, c'est top. J'ai jamais pris autant d'oseille aussi, à préciser. Même si je fais pas enfin, si des 1000, oui, mais pas des 10 000. Mais franchement, top et rien à dire à part félicitations, mec. Ton, même si tu veux pas accepter que tu as réussi, peut-être, mais ton succès est très inspirant en tout cas, surtout étant donné ton jeune âge. Et puis, que dire de plus à part merci et on se revoit bientôt au top du sommet de Closers. I will be there. Merci beaucoup pour ton temps. J'apprécie les retours que tu me fais. Merci de te Merci battre tous pour le les taf. jours et de déchirer ça et de rien lâcher pour toi, pour ta femme maintenant et pour ce que tu Mm. es en train de construire. Sache que c'est des gars comme toi, avec l'énergie que tu mets, le professionnalisme aussi et la rigueur que tu t'imposes au quotidien. C'est clairement les personnes comme toi qui font que on a ce qu'on pourrait appeler hein, une espèce de réussite sur le marché. Et pour ça, sache que je suis extrêmement reconnaissant du travail que tu fournis. Ça tue, mec. Je te remercie, mec. En tout cas, merci encore une fois pour ton temps également. Et puis, peut-être C'était le on se contrat. revoit. Il y a du tirage au sort, il y a des trucs. Y a rien à dire. T'as rempli le contrat, j'ai rempli ma part, donc ça tue.